Bonjour, aujourd'hui on va parler des scandales mêlant le rap et la politique. C'est une relation toxique entre les deux qui s'inscrit dans une longue tradition de polémique. Depuis les années 90 déjà, on avait par exemple le sacrifice de poulet avec le ministère Amer dans lequel ils parlaient de la police. Ils avaient eu des problèmes. Il y avait aussi NTM ou encore La Rumeur. Ils avaient eu des problèmes. Alors aujourd'hui, le message politique dans le rap est beaucoup moins fort avec le mainstream. Le message est complètement dilué et c'est parce qu'il est moins frontal qu'aujourd'hui on peut voir un député de la NUPES en pleine Assemblée nationale évoquer du Joule ou du SCH. Se lever pour 1 200 €, c'est indécent. C'est insultant. Alors aujourd'hui, on peut voir des featuring improbables, on peut voir Davinor s'afficher publiquement avec Mélenchon, le soutenir. On peut voir Arsenic faire un showcase dans un meeting de Yannick Jadot. Mais pour autant, les polémiques existent encore et régulièrement, ça revient sur le devant de la scène. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit 4 scandales qui ont mêlé des artistes de rap et des politiciens. Et on commence tout de suite avec Black M et Verdun. Nous sommes le 9 mai 2016 et l'on découvre dans les colonnes de l'Est républicain que Black M fera un concert le 29 mai lors du centenaire de la bataille de Verdun. Petit rappel des faits, un petit peu d'histoire. La bataille de Verdun, c'est une bataille qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale et qui a fait énormément de dégâts, tant du côté allemand que du côté français. Qui a cette idée d'inviter Black M pour faire un concert aux commémorations? Eh bien, c'est Samuel Hazard, c'est le maire de Verdun lui-même. Regardez, n'a-t-il pas l'air éminemment sympathique? Alors, c'est un prof d'histoire, il est maire, il est aussi socialiste et du coup, il est proche du poteau Hollande qui est président à ce moment-là. Et il se dit, on doit accueillir des jeunes pour ces commémorations. Il y a 4000 jeunes qui vont débarquer. Des petits Allemands, des petits Français. Il se dit, histoire de décompresser un peu après la lourdeur de la cérémonie, on pourrait organiser un petit concert avec un artiste populaire tel que Black M. Black M, à ce moment-là, il a clairement pignon sur rue. Le poteau, il fait valider cette idée à la fois à la municipalité de la ville de Verdun et aussi à l'État, au très haut. C'est-à-dire François Hollande, en fait. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans les médias. Le problème, c'est que le site F de Souche, qui est encore bien présent aujourd'hui, découvre cette nouvelle et alors là, pour eux, c'est un rappeur noir avec une casquette à l'envers, qui plus est musulman. Pour eux, c'est Jeanne au secours. Il a tout pour leur plaire. Donc ils vont aller chercher dans la discographie du bonhomme pour essayer de le faire béton façon balayette laser. Et ce qu'ils vont trouver, c'est la chanson Désolé de 2010. Mais oui, ce hit sur lequel on a tous dansé avec Maître Gims et Tutti Quanti. Et dans ce morceau, on entend cette phrase. Je me sens coupable quand je vois ce que vous a fait ce pays. Il a dit Koufar. Koufar, ça veut dire mécréant. Le problème, c'est que depuis 2010, ce mot, on l'entend surtout dans la bouche des gens de Daesh, en fait. Daesh se l'est largement approprié, donc directement, F de Souche fait un amalgame entre l'islam et l'islamisme. Ils se disent, mais le mec est anti-république, c'est une honte, il peut pas chanter comme ça, impunément, pendant les commémorations de la bataille de Verdun. Donc le FN et Marine Le Pen se lancent dans une grande campagne de communication, hashtag Verdun sans Black M, pour trouver des slogans, il y a du monde, pour accueillir des migrants, bon, un petit peu moins. La droite aussi, la droite ouvre sa gueule, on a Nadine Morano, Nadine Oumouk, comme j'aime à l'appeler, qui va elle aussi dire bah écoutez, non, c'est inadmissible, enfin, elle est clairement pas cordée avec le projet. Ce qui a été décidé avec ce concert de Black M, je vous le dis, c'est inacceptable qu'il soit présent à Verdun lors de ces commémorations. Côté mairie, on a Chantal qui travaille au Standard et toute la journée elle se mange des appels, des grandes menaces, des grandes insultes, des menaces de mort. La meuf ne sait même pas qui est Black M. Comme tout le monde, elle l'a entendu au Leclerc du coin, elle l'a entendu sur ma route, bien entendu, mais les plus de 40 ans ne savent pas qui est Black M. La preuve par exemple avec Pascal Praud. Je ne connaissais pas Black M. Le maire, lui, il tient bon, clairement, il veut pas lâcher le projet. Pour lui, c'est un pas qui est fait vers les jeunes que de proposer voilà, Black M en concert. En plus, c'est pas pendant les commémorations. Je veux dire, ça va pas balancer du grand Madame Pavoshko pendant le devoir de mémoire. Simplement, ce serait en marge, après les cérémonies, quoi. Histoire de séduire les jeunes et que les petits Allemands puissent se dire « Regarde, c'est Black M !» Et là, même la gauche commence à se désolidariser. Ils disent « Ouais, Samuel, t'es bien gentil, et gentil le poteau là, mais c'est les problèmes quoi. » C'est les problèmes. Et lui, pourtant, ne lâche pas le steak. Et pourtant, il va devoir. Car pour organiser ce grand concert, il a besoin de 67 000 balles. C'est une belle subvention. Et on lui fait du chantage. L'État lui dit « Bah écoute, poteau, on va pas te donner l'argent en fait. Et bah, il y aura pas de concert de Black M, et il y aura pas de pression d'extrême droite. Et bah, comme ça, tout le monde est content. Donc le mec n'a pas le choix que d'annuler le concert. Il l'annonce le 13 mai, voilà, il dit « Bon bah, le 29, je suis désolé. L'extrême droite a trop fait pression. Bah, il y aura pas de concert de Black M. » Non, je suis vraiment atterré en fait. Alors qu'en vrai, nous, on connaît. Citez-moi un mec moins problématique que lui, à part Ritza ou Grégoire, bah y a pas. On parle quand même de quelqu'un qui est personnalité préférée des Français dans le journal de Mickey. Allô la Terre, ici la Lune. Bon, alors il est obligé de dire qu'il y aura sûrement des troubles à l'ordre public et que du coup, il peut pas se permettre de faire le concert sur ces terres. Voilà, donc l'histoire est entérinée. Black M, pendant toute la polémique, ne va rien dire. Il va juste laisser couler sur lui. Pourtant, il en avait envie, le bonhomme. Hein. Il avait envie de rentrer dans l'art de tout le monde. Ce qu'il va faire est la meilleure des réponses. Il va publier sur ses réseaux sociaux
vidéo un message où il explique que son grand-père guinéen a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale avec des tirailleurs sénégalais. Ces mêmes tirailleurs sénégalais qui étaient à la bataille de Verdun et qui ont combattu. Donc il est tout légitime, voilà, de pouvoir faire le concert. Donc c'est la meilleure des réponses. Sachez que sa famille l'a empêché vraiment de répondre de façon un petit peu agressive. J'étais très énervé, je voulais répondre à tous les tweets, dès que je recevais un tweet d'un tel ou un tel, je voulais répondre. C'est mon entourage qui m'en a empêché, ils ont bien fait. À la fin de l'été, il va sortir Je suis chez moi. Voilà, il va revenir en musique tout simplement et ça sera aussi sa deuxième façon de répondre. C'est un clip magnifique avec Amadou et Mariam, avec Youssoufa, avec Anne Roumanoff, pas pourquoi. Et il en place une pour Marion Maréchal Le Pen. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle, je sais qu'elle m'aime, je suis français. Parce que Marion Maréchal Le Pen, c'est la plus belle des faux culs. Parce qu'il y a quelques années, elle disait quoi? Elle disait qu'elle s'ambiançait, qu'elle dansait carrément sur du Section d'Assaut. Voilà, que le rap s'invitait dans sa playlist entre Michel Sardou et Michel Polnareff. Entre les deux Miches en fait, sans mauvais jeu de mots. Une belle faux cul, la Marion. Sniper contre Nicolas Sarkozy. On est en 1997. Tunisiano, du groupe Sniper, promène son chien dans les rues de Deuil-la-Barre dans le 95. Son chien, c'est un énorme molosse et il n'a pas de muselière. Les Condés l'arrêtent. Ils lui disent oh, la muselière là. Et lui, il dit mais quoi, y a pas de souci, en fait, je suis dans le quartier, y a pas de galère. Les mecs l'embarquent. La garde à vue se passe extrêmement mal, il se fait exploser le nez. Alors il sort de là, il est colère clairement et il va évidemment gratter un morceau qui s'appelle La France. Et un morceau qui va porter préjudice au groupe des années plus tard. Sniper commence sa carrière en 2001 avec un premier album qui s'appelle Du rire aux larmes, il va en vendre 300 000 copies, donc c'est clairement un bon début. Et ils continuent leur petite ascension 2 ans plus tard pour offrir Gravé dans la roche, le morceau Gravé dans la roche bien sûr, et l'album éponyme. Il y a aussi voilà, des morceaux tels que Sans repère par exemple, Sans repère qui va être calé sur Énergie, autant dire que ça n'arrivait jamais. Donc ce sont des artistes mainstream à partir de 2003. Ils passent sur Sky, sur Énergie, ils font des concerts, tout se passe pour le mieux. Et comme ça marche, ça ne plaît pas à tout le monde évidemment. Et par exemple, un groupuscule d'extrême droite qui s'appelle Bloc Identitaire, qui va tout faire pour les faire béton. Donc ils vont chercher dans la discographie, parce que pour eux, des jeunes comme ça de quartier, issus de l'immigration qui réussissent, c'est impensable. Donc ils vont chercher, et ils vont trouver. Quand on cherche, on trouve. Demande à ma meuf. On n'est pas dupes, en plus on est tous chauds pour mission exterminer les ministres et les fachos. Car de nos jours, ça sert à rien de gueuler, de parler à des murs, à croire que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. Donc ils commencent une petite cabale contre Sniper, ils vont faire pression sur les mairies pour annuler des concerts, ils vont eux-mêmes dans les concerts distribuer des tracts, voire même parfois casser des bouches. Donc les mecs sont clairement déter. Le problème, c'est que ça ne marche pas aussi bien qu'ils le voudraient parce que Sniper, comme je vous l'ai dit, est mainstream. Alors ils veulent passer ça à un stade supérieur. Ils vont aller voir un syndicat de police qui s'appelle l'IGP et leur dire « Eh, il y a un groupe là, ils sont anti-flics de ouf, hein. Ils vous insultent sale. » Donc les mecs se disent « Ah bon ? Ah mais oui, effectivement, appelons tous les flics de France, histoire de se rallier et de faire monter ça au niveau de l'État. » Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont pressionner Nadine Morano, encore Watt Fumier, qui elle est une députée UMP, et qui se dit il y a peut-être moyen d'avertir Sarkozy. Sarkozy qui va se présenter dans quelques années au présidentiel, et pourquoi pas rallier un peu un électorat d'extrême droite. Pourquoi pas, ça peut faire plaisir. Donc elle appelle Nicolas Sarkozy. Oui mon Nico, allô oui, est-ce que ça te plairait d'avoir des voix d'extrême droite? Ouais, et bah dans l'hémicycle, la prochaine fois, tu parles du groupe Sniper. Bam. Et le jour qui devait arriver, arriva. Un jour, on m'appelle. Yo, Carlito, t'es devant la télé? Ouais, mets la 3. Et je les attaquerai en justice. Nanani, parce que ce groupe Sniper... Novembre 2003, Nicolas Sarkozy parle pour la première fois du groupe en public. Il va dire que ce sont des jeunes voyous qui déshonorent la France, qui sont racistes, qu'ils appellent à la violence envers les forces de l'ordre et aussi les représentants de l'État. Pour l'instant, on est à l'étape de menace, mais le ministre de l'Intérieur, Sarkozy, va continuer à vouloir étoffer le dossier parce qu'il est pressionné sans arrêt par l'extrême droite. Voilà, ça piaille dans ses oreilles en fait. Donc il va rajouter dans le dossier Sniper par exemple de l'antisémitisme parce que dans leur dernier album, Gravé dans la roche, il y a un morceau qui s'appelle Jeteur de pierre. Jeteur de pierre, voilà, où on parle un peu du conflit israélo-palestinien, mais en vérité, il n'y a pas de phrase antisémite, pas du tout. De convoitise, lieu saint, poser les armes, Jérusalem, bonjour, shalom et salam, je suis pas l'avocat du pauvre, mais ça me fait mal et tu sais, si j'en parle, c'est parce que personne le fait. On prend les deux côtés et on en fait un mix et ça finit par shalom, salam, déposons les armes en fait. C'est ça qu'il dit le morceau. Donc il n'y a pas d'amalgame possible en vérité. Donc l'antisémitisme va être balayé rapidement, par contre, le reste, ça va rester. Janvier 2004, Sarko, il passe la seconde et il annonce qu'il porte plainte contre Sniper, voilà, pour incitation à tuer carrément des représentants de l'État et des forces de l'ordre. Donc là, évidemment, ça va commencer à marcher, les médias s'emparent de l'affaire. On voit Pujadas, par exemple, qui parle de Sniper. L'une de ces chansons de ce groupe, baptisée Sniper,
Sniper appelle, je cite, à exterminer les ministres et à brûler les voitures. Il y a des concerts qui commencent à être annulés, il y a un patron de discothèque qui dit que lui, dans sa clientèle, il y a que des flics, des pompiers, etc., qu'il a pas envie de les blesser, donc il annule par exemple des showcases de Sniper. Et donc là, clairement, ça commence à être très très compliqué pour Sniper. Ça devient carrément le groupe pestiféré par excellence. À la fois, les artistes mainstream, et les artistes tout court d'ailleurs, ne veulent plus collaborer avec eux parce que c'est les problèmes. Et même en interne, l'équipe de Sniper elle-même, le manager par exemple, ne fait rien. Il les laisse payer leurs honoraires d'avocat, il les laisse tout faire, aller avec leurs couilles et leurs couteaux, c'est pas ça l'expression, mais enfin bon, au tribunal. On n'a pas de soutien de notre producteur, on n'a pas de soutien de la maison de disques, et vraiment, c'est on n'est que nous. C'est nous qui allons devant les tribunaux, c'est nous qui nous retrouvons à payer les frais d'avocat. Même Warner, chez qui Sniper est signé, ils mangent très très bien grâce à eux, parce que Sniper n'a que 12% des ventes d'albums. Même eux ne vont rien faire, quoi. Ils mettent pas la main à la pâte, ils n'aident pas du tout, pas du tout. Alors qu'il faut bien le payer, l'avocat, Maître Tricot, qui va faire un travail remarquable, on va le voir. Donc ça y est, on est le jour du procès, on est en juin 2004. Maître Tricot invoque une défense toute particulière. Il parle de Baudelaire, de Flaubert, en disant ce sont des auteurs qui aujourd'hui existent dans la culture française, mais à l'époque, ils étaient souvent condamnés pour leurs textes. Voilà, donc il fait le parallèle avec le rap, et le juge dit mais carrément, mais mec, mais t'as tellement raison en fait. Sniper est innocent, Sniper est relaxé. Il dit en plus, s'il faut faire ça pour Sniper, ça veut dire qu'il faut faire ça pour tout le reste du rap français, et on n'en a pas fini quoi. Donc, Sniper est relaxé. Mais Nicolas Sarkozy, c'est un pite, donc il lâche pas le steak, et il porte ça en appel. 1 an et demi après, rebelote, on repart sur un procès, et là par contre on plonge plus en profondeur dans les textes de Sniper, et en fait ils se rendent compte que sur la forme ça peut être choquant, mais que quand tu prends le truc dans son ensemble, dans tout le contexte, il n'y a pas matière à s'inquiéter, c'est pas du tout un appel au meurtre ou quoi que ce soit, c'est juste voilà, un cri de détresse sur la société actuelle. Donc ça ils le comprennent très bien, et donc Sniper est relaxé officiellement. Donc c'était très coûteux en énergie, en argent, les mecs sont épuisés, ils ont dû annuler la moitié de leur tournée, ils se disputent entre eux, enfin bref, rien ne va. Pour autant, ils vont quand même sortir un 3e album qui s'appelle Trait pour Trait, et là, ils vont mettre les bouchées doubles, vu qu'ils ont été relaxés, les mecs sont en pleine confiance, ils vont sortir le morceau Brûle avec Joey Starr, qui incarne mieux ce truc de violence policière, etc. que Joey Starr, donc il l'invite sur le morceau est incroyable, et en vrai, il est plutôt corsé. Brûle, brûle, Babylone brûle, je t'entends crier, faut que tu hurles, que la chaleur passe, on n'est pas des cellules, qu'elle incinère ton système qui part en testicule, Et dans cet album, on a aussi La France, itinéraire d'une polémique. Monsieur le ministre, oui nos paroles vous déplaisent, mais que dire de celle de la Marseillaise? En désaccord avec la jeunesse que vous préférez faire taire, je peux comprendre que la vôtre est sûrement identitaire. Donc c'est un morceau qui reprend donc le thème, notamment le refrain de La France, le morceau pour lequel Sniper était inquiété, mais qui est fait sous forme de storytelling, un long storytelling, où il raconte tout ce qu'ils viennent de traverser avec la justice et les politiques, et ça prend la forme d'une interview avec Olivier Cachin. Olivier Cachin, c'est Bébou. Ce cri que lancent les rappeurs, c'est d'abord un cri d'alerte, c'est un cri pour constater une situation. C'est-à-dire qu'en aucune façon, il y a une incitation. Quand vous mettez un rappeur devant une voiture, elle brûle pas. Par contre, quand vous mettez un rappeur dans la cité, en train de voir ce qui se passe, ce qu'il raconte, c'est sa réalité à lui, celle qu'il vit tous les jours. Youssoupha contre Éric Zemmour. On est en 2009, Youssoupha a 29 ans. Il a sorti déjà un premier album, ça marche bien pour lui, il commence à être sacrément identifié auprès du grand public. Il est notamment professeur d'écriture dans la saison 4 de Popstar, donc c'est pas rien clairement. C'est une saison qui nous a apporté de grands talents, comme par exemple Pierre Jean, ou encore Léa Castel et Chérif Alouna. Mais on n'est pas là pour parler de ça, il s'apprête à sortir son 2e album qui s'appelle Les Chemins du Retour. Il se dit, pourquoi pas teaser l'album en sortant un single qui s'appelle À Force de le dire. Pourquoi pas un truc assez good vibes qui parle du sida, des maladies, des amalgames, de la guerre, enfin bref, génial. Et dedans, il y a cette petite phrase. À force de juger nos gueules, les gens le savent qu'à la télé, souvent les chroniqueurs diabolisent les banlieusards. Chaque fois que ça pète, on dit que c'est nous. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Ok, waouh. Évidemment, ça va remonter aux oreilles d'Éric Zemmour et la polémique va enfler, comme la bedaine de Depardieu au Salon des Vins de Chalon-sur-Saône. Attention, papa est là. Youssoupha devient alors l'homme qui a mis un contrat sur la tête de Éric Zemmour. Même le Figaro titre « Menace de mort contre Éric Zemmour ». Youssoupha lui rigole, il dit ça va rester au stade de la polémique, il ne peut pas porter plainte avec ça. Je veux dire, ça peut pas tenir 2 secondes en procès parce que la chanson dans laquelle on entend cette phrase, c'est déjà une chanson sur les amalgames. Et là, il y a amalgame justement sur cette phrase parce qu'il dit « Je pose un billet sur celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour ». Il dit pas « Je vais mettre à prix la tête d'Éric Zemmour » ou « Je mets un contrat sur la tête d'Éric Zemmour ». Bon, on peut le prendre comme ça, mais en vérité, c'est pas vraiment ça. Donc il se dit
ce fou ne va pas porter plainte, c'est impossible. Et bien finalement, ça ne manque pas. Éric Zemmour porte plainte pour injure publique et menace de mort. Donc là, Youssoupha, il se dit merde, putain, il faut absolument que je me dépatouille de ça. Donc il va demander un droit de réponse dans la presse et Le Monde va lui accorder. Donc ils vont lui laisser une tribune dans laquelle il va complètement retourner le cerveau de tout un chacun. Il va dire non, mais quand je dis faire taire, c'est pas tuer, c'est le prendre à son propre jeu, le mettre face à ses contradictions dans un débat par exemple. Et après, il arrive à renverser la situation en disant ah bon, vous pensez que je suis capable de faire tuer quelqu'un parce que je suis rappeur? C'est ça, tous les rappeurs sont des gangsters et des tueurs? Eh ben ok, génial. Donc il arrive vraiment à faire un bon boulot là-dessus et l'opinion publique se dit bon en fait ce mec est complètement gentil et ça l'aide beaucoup en vérité. Donc il se dit il y a peut-être moyen de moyenner, peut-être que Zemmour peut retirer sa plainte. Alors le manager de Youssoupha va appeler l'avocate de Éric Zemmour et lui dire vous avez vu la tribune là dans Le Monde? Ouais, vous avez vu, on veut pas le tuer votre gars, donc tout va bien, vous pouvez retirer la plainte. Et l'avocate va répondre ce ne sont pas les lecteurs du Monde qui m'inquiètent. Ah ok, bah super, c'est super insultant pour tous les auditeurs de rap. Ça veut dire que pensez qu'on prend tout premier degré, on n'est pas capable d'avoir une distance, enfin bref, c'est moche, c'est très très moche. Donc là Youssoupha il se dit bon, perdu pour perdu, ok, je vais pratiquer le trolling, puisque de toute façon il va aller pour la première et il l'espère la dernière fois devant une cour de justice. Il se dit autant jouer le truc à fond quoi. Et le 7 février 2011, Éric Zemmour se fait entarter la gueule en allant exercer son rôle de chroniqueur chez RTL. Il se fait entarter la gueule mais pas du tout par Youssoupha, il se fait entarter la gueule parce que tout le monde le déteste tout simplement. Quelques jours après, Youssoupha va faire une vidéo où il dit non mais c'est inadmissible, on n'a pas le droit d'entarter les gens, même Éric Zemmour, et derrière lui il y a ses bougs qui sont en train de préparer des tartes à la crème, donc voilà, c'est rigolo quoi, c'est rigolo, il fait comme s'il était le commanditaire, c'est vraiment sympa. Et sauvagement comme ça, recevoir une tarte dans le visage, ça fait pas toujours plaisir. Ramène pas, je fais la vidéo pour le truc, tu vas pas ramener les tartes ici. Le procès a lieu en septembre 2011, Éric Zemmour ne vient même pas, le mec sent pas les steaks complets, c'est son avocate qui prend ses patins, et le procès est caricatural as fuck, c'est vraiment, c'est une horreur, et Youssoupha ne s'en sort pas, il n'est pas relaxé, il prend des amendes, voilà, avec du sursis. Et il se dit, ça fait quand même un moment que je me traîne cette affaire, je vais m'arrêter là. Et en fait, il réfléchit et il se dit, si j'accepte cette décision, si je ne porte pas ça en appel, ça va servir de jurisprudence pour tous les autres rappeurs qui vont passer après moi. Et ça, c'est inacceptable. Donc il appelle Fifou, oui, l'homme des covers, Fabrice, et il lui dit ouais mon Fabrice, j'ai besoin que tu passes au studio, j'ai quelque chose à dire face à ta caméra. Fifou arrive, il enclenche, et Youssoupha explique qu'il va porter l'affaire en appel, parce que pour tous les gens qui bossent dans le rap, considère que c'est un manque de respect de s'arrêter là, et il veut continuer, même si ça lui prend du temps. Voilà, il en a marre, il en a plein le cul le mec, mais il va continuer pour le mouvement. Et ça c'est beau. Et il sort aussi un morceau où il invite les précédents groupes qui ont eu maille à partir avec la justice, il invite Sniper, il invite La Rumeur, donc voilà, c'est un morceau qui en met aussi une petite à Camaro et à Fatal Bazooka. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a la rage dans nos propos, mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? Je plaide la légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? 9 mois plus tard, le temps d'une gestation, il retourne sur le banc des accusés et cette fois, il est relaxé. Waouh, quelle super nouvelle. En fait, le juge estime qu'il n'a pas dépassé les limites en termes de liberté d'expression. Donc bah c'est top, parce que ce morceau qui avait dû être censuré en tout cas sur cette petite phrase, maintenant il peut la sortir à loisir. Il peut la chanter à tue-tête, il ne s'en prive pas une seule seconde. Premier concert depuis 2 ans et demi où je vais pouvoir chanter, à force de le dire, sans me censurer, parce que j'étais censuré aussi sur scène. Je mets un pied sur la tête de celui qui veut. En 2018, Éric Zemmour va évoquer l'affaire et dire qu'il regrette d'avoir porté plainte contre Youssoupha. On se dit c'est pas possible, on nous a changé l'homme là, qu'est-ce qui se passe? Il explique qu'à l'époque il était fragilisé parce que ses enfants se faisaient harceler à l'école parce que leur père était Éric Zemmour, ce qui est plutôt légitime. Et il dit c'est ma femme et mon avocate qui m'ont forcé à porter plainte. Donc la classe à la française vraiment jusqu'au bout, le mec se déresponsabilise complètement et il met tout ça sur le déco. Orelsan face au reste du monde. On va pas refaire la carrière d'Orelsan, on sait qu'il a sorti Civilisation, plus gros démarrage de l'ère du streaming, diamant le plus rapide de l'histoire de France, en 5 mois il a fait diamant, mais cette douce carrière aurait pu ne jamais voir le jour. Parce qu'en 2009, quand il arrive avec son premier solo perdu d'avance et qu'il installe un peu son personnage de loser, ça commence à marcher au niveau critique et au niveau commercial. Il commence à faire des tournées et les gens apprécient le délire. Malheureusement, des assos féministes, notamment des blogueuses qui tirent la sonnette d'alarme, voient son nom un peu partout programmé et se disent mais c'est qui ce mec? Elles écoutent et elles entendent que de temps en temps, il a des phases un peu virulentes envers tout le monde en fait, en réalité, envers tout le monde. Et donc elles se disent on va chercher un peu dans son passé et ils vont déterrer Sale pute et Saint-Valentin, 2 morceaux que Aurélien a écrits il y a de ça quelques années, 3 ans pour être exact, en 2006, il avait 22 ans. Là on est en 2009. C'est des morceaux qui ne sont même pas sur l'album et qu'il ne joue même pas sur scène. L'histoire c'est quoi? C'est Orelsan, voilà, il campe un personnage, un mec un peu pathétique qui rentre chez lui, il voit que sa femme le trompe et il va lui écrire un mail où il lui souhaite les pires horreurs. En vrai, c'est pas un très bon morceau, quand tu l'écoutes ça fait un peu grincer des dents, mais il incarne un personnage, on est dans une fiction là, on est dans une fiction.
Et Orelsan, qui commence à avoir son petit succès avec son album, il fait ses premières télés et directement, la polémique lui balance ça à la gueule et il doit répondre de ses actes. Il risque 45 000 € d'amende et 5 ans de prison. Pour quel motif, je vous le demande, mais j'y réponds en même temps, pour incitation à la haine envers les femmes. Donc les assos féministes comme le Planning Familial ou l'asso Ni Pute Ni Soumise par exemple vont alerter la secrétaire d'État de l'époque qui s'appelle Valérie Liétard et qui elle va porter le problème évidemment à l'Assemblée. Et elle est d'accord pour porter plainte avec les assos. Donc là la sauce elle est béarnaise si vous voulez mon avis. Orelsan doit jouer notamment au Printemps de Bourges. Le programmateur du Printemps de Bourges a adoré l'album Perdu d'avance et il veut absolument que Orelsan performe, peu importe les polémiques. Donc le mec il tient vraiment la rampe et il ne la lâche pas. Orelsan lui, à chaque fois qu'il fait des concerts, il y a des assos, des gens, des militants qui viennent pour essayer de le faire interdire, pour le frapper même carrément, ils veulent lui couper les couilles, voilà, pour être tout à fait clair. D'ailleurs c'est très bien expliqué dans le docu Montre jamais ça à personne. Donc il fait quand même le Printemps de Bourges, par contre il va être annulé des Francopholies dans la foulée, parce que Ségolène Royal, la grande et belle dame Ségolène Royal, monte au créneau pour dire il est hors de question que ce fumier vienne dans ma région pour performer, ça c'est inimaginable. Donc elle veut faire en sorte que personne ne parle d'Orelsan, sauf que c'est l'inverse, tout l'inverse qui se produit vraiment, puisque les artistes programmés vont parler d'Orelsan à sa place en disant ouais la liberté d'expression dans tout ça c'est injuste, laissez-le performer, laissez-nous faire des morceaux où on tue des gens, il n'y a pas de souci. Donc des gens comme Benabar, comme Anaïs, comme tant d'autres vont défendre Orelsan publiquement, aux Francopholies directement. Au final il y a quand même 80 dates qui sautent de sa tournée, il perd 40 000 balles, ce qui est quand même plutôt colossal. Le seul politique qui va lui venir en aide c'est le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, qui est aussi très poteau avec Ségolène Royal pourtant. Il va réussir à faire dire à David Pujadas sale pute, ce qui est quand même une belle perf. Est-ce que ça n'est pas aller un peu loin quand même que citer Rimbaud pour défendre Orelsan dont la chanson s'appelle « Pardon, sale pute ». Le mec est plus bactère, les médiathèques retirent son album et ça fait mal. Donc il part aux États-Unis avec sa mif, histoire de se ressourcer, il prend pas mal de poids, commence à parler, à tchatcher un petit peu avec celle qui deviendra sa femme et clairement la musique le dégoûte, il n'a plus envie de faire de rap. Et quand il revient à la maison, il vit notamment dans le logement de fonction de son daron, il va recommencer à réécrire pour des gens comme Benjamin Biolay ou des artistes pop, Genali par exemple. Finalement le temps va faire son œuvre et il va revenir à cette douce musique qui est le rap, notamment après la crise du disque, et il va sortir Le Chant des Sirènes, son deuxième album. Et là, par contre, il a toujours ses 2 procès sur le cul. On l'oublie pas ça. Il est affaibli, il a perdu énormément de choses par rapport à son premier album, mais il est toujours dans une sauce colossale. De 2012 à 2016, il fait des allers-retours au tribunal, il est tantôt relaxé, tantôt ça part en appel, parfois ça se pourvoit en cassation, et il n'est blanchi finalement définitivement qu'en 2016. Il a gagné tous ses procès, sa carrière a continué à faire son bonhomme de chemin, il est allé chez Ruquier pour faire la promo du Chant des Sirènes, on lui a ramené à cette affaire, il a ensuite fait un album et un film avec Casseur Flotteur, voilà, en 2015, il est allé chez Ruquier, on lui a parlé de cette affaire, il sort La Fête est finie, un truc qui n'a pas besoin de promo, pas du tout, qui est un succès énorme, il va chez Quotidien et on lui reparle encore de l'affaire, donc maintenant ça suffit. Et d'ailleurs chez Quotidien, c'est la première fois où il se montre un petit peu agacé. Vous en avez marre qu'on vous en parle de ce qui s'est passé en 2009, de la chanson Sale pute? Ça s'est passé en 2009 pour des chansons que j'ai écrites en 2006. J'ai gagné mes procès. On ressort les trucs du contexte non-stop. Et là, je reviens parler d'un nouvel album. On est genre 11 ans plus tard. Des fois, je peux pas parler de mon album. Je passe l'interview à parler d'autre chose. Donc j'aime bien recentrer sur la musique, quoi. Son album est un succès incroyable, là en 2017 La Fête est finie et ça remporte 3 victoires de la musique et là Christiane Taubira se souvient qu'Aurélien est un petit peu problématique. Alors elle veut lui faire retirer ses trophées, vraiment on lui supprime son joujou, donc elle fait une pétition, il y a quand même 84 000 signatures mais ça n'aboutit pas et Orelsan aujourd'hui a le statut qu'on connaît et aujourd'hui des gens de l'Assemblée l'écoutent et s'en vantent même. On a le ministre Gabriel Attal par exemple qui a organisé une sorte de fan club au sein de l'Assemblée avec ses petits poteaux pour célébrer la toute-puissance d'Orelsan tout simplement. Dans les histoires qu'on a évoquées on remarque un pattern, c'est qu'à chaque fois à travers le prisme des artistes, c'est en fait le procès des auditeurs de rap qu'on juge complètement inaptes à faire preuve de second degré. Toutes ces sorties de son contexte par des gens qui n'y connaissent rien et le fossé générationnel se creuse. Alors qu'on n'a pas fait de procès par exemple pour Grégoire qui a massacré une chanson que cette génération écoutait beaucoup dans une gare SNCF. Lui il a rien. On se retrouve bientôt pour de prochaines anecdotes. Bisous.